Nous allons ouvrir cette table ronde sur les différentes phases du projet, de la définition du programme à la conduite du projet côté maîtrise d'ouvrage et équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir Jean-Baptiste Rezvois, Asia Bajbutovic, Marine Guiton, Nathalie Crinière. Merci de votre présence. Je vais peut-être vous présenter très rapidement. Donc, Jean-Baptiste Rezvois, vous avez exercé le métier d'archiviste, puis de chargé de protection des monuments historiques à la CRMH de Bourgogne, puis d'ingénieur à l'UDAP de Saône-et-Loire. Et depuis 2019, vous êtes en détachement à la ville d'Autun, en tant que chef de projet du Panoptique. Vous allez donc nous parler de ce grand projet de rénovation du musée Rollin. Asia Bajbutovic, vous êtes architecte programmiste, dirigeante du cabinet AB Programmation, spécialisée dans les études de faisabilité, de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc vous avez une très longue expérience sur de nombreux projets de musées en monuments historiques, en réhabilitation de musées existants ou en création de nouveaux musées. Marine Guiton, vous représentez l'atelier Novembre, fondé par Marc Isépier et Jacques Pajot en 1989. Cette agence a à son actif de nombreuses références de musées et de sites patrimoniaux dont vous allez nous parler. On peut penser au mémorial du Camp d'Émile à Aix-en-Provence, au musée d'Aubray à Nantes, à la bibliothèque Inguibertine à Carpentras, mais aussi à la réflexion actuelle que vous menez sur le musée d'histoire de Vienne et sur le Panoptique d'Autun, musée Rollin. Et Nathalie Crinière, donc depuis 20 ans, votre agence explore toutes les mises en scène d'expositions et de scénographie. Et votre activité rayonne sur de grands lieux culturels en France, comme le musée Carnavalet, le Centre Pompidou, le musée d'Orsay, mais aussi à l'étranger, le musée Van Gogh, ou encore sur des collections, une clientèle privée comme Dior ou Cartier. Alors pour lancer cette table ronde, afin de ne pas perdre notre auditoire, nous avons fait le choix de suivre naturellement une opération de manière chronologique. Et j'avais envie de vous demander, au regard de vos expériences, quel doit être le rôle d'une maîtrise d'ouvrage dans un projet de musée en monument historique. Et je voulais vous donner la parole en premier, Monsieur Rezvois. Quelles sont les conditions d'un bon départ ? Bonjour, merci pour cette présentation, merci pour l'invitation pour effectivement évoquer nos différents projets, tous très 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 séduisants. Alors effectivement, la composition de la table ronde est déjà en cela un peu révélateur du déséquilibre qu'il y a entre souvent les maîtrises d'ouvrage et les équipes de maîtrise d'œuvre nécessaires pour la conduite, la conception et la conduite de ces projets souvent complexes. La maîtrise d'ouvrage, pour faire simple, elle est à l'origine du projet. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de projet sans qu'il y ait une idée qui germe, parfois qui remonte à très loin et qui demande beaucoup de temps de maturation pour se concrétiser dans le démarrage d'une étude préalable. Dans le contexte d'Autun et du Panoptique, l'idée de rénover le musée Rollin, qui est un musée qui remonte aux années 50, est très très ancienne. Il remonte aux années 50 dans un hôtel du XVe siècle, relativement étriqué et contraint architecturalement. Et l'idée de la municipalité s'est concrétisée à partir du moment où elle a acquise la prison circulaire qui est contiguë au musée, avec l'idée d'étendre le musée vers ce bâtiment à l'architecture si particulière, parce que c'est une prison circulaire, cylindrique. Et c'est à partir de cette acquisition en 2003 que les choses se sont mises en place avec les partenaires institutionnels que sont notamment les services de l'État, qui ont été associés dès le démarrage. Donc ça, c'est, je pense, un des premiers secrets du succès des opérations, c'est de bien penser effectivement à associer l'ensemble des partenaires. On parle d'un musée, donc le service des musées de France, et un monument classé, évidemment, les monuments historiques. Et à partir de cette acquisition, il a quand même fallu encore attendre plus de 10 ans pour que des études de programmation soient engagées. Alors, il y a des études de diagnostic patrimoniaux et de programmation soient engagées pour déboucher sur la phase de concours et en quelque sorte qu'on change de chapitre et qu'on passe vers quelque chose de plus opérationnel avec le début des études de maîtrise d'œuvre. Alors Asia, c'est votre domaine, la programmation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ses spécificités pour un musée créé dans un monument historique ? Oui, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la programmation ? En fait, c'est une étape encore parfois assez méconnue qui précède les études de conception, de maîtrise d'œuvre.
Donc, on est entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour faciliter le dialogue, mais surtout au service de la maîtrise d'ouvrage pour aider à définir les objectifs, les besoins, pour vérifier la faisabilité du projet, parce qu'il y a aussi des projets qui ne vont pas aller au bout, qui, pendant l'étude de faisabilité, vont s'avérer pas pertinents, pas assez mûrs, pas correspondre à un budget, par exemple, ou un planning, et donc ils vont s'arrêter. Donc l'objectif des études de faisabilité aussi, c'est de permettre cette vérification. Et ensuite, le but final, c'est de produire un programme, c'est-à-dire un cahier des charges pour la maîtrise d'œuvre, parce qu'il y a plein d'éléments du projet qui ne sont pas du domaine de la maîtrise d'œuvre. Ce n'est pas la maîtrise d'œuvre forcément de travailler de manière approfondie avec les utilisateurs pour définir les besoins, pour donner les premières orientations du projet. C'est à nous, les programmistes, de faire cette vérification et ensuite de donner à la maîtrise d'œuvre des orientations assez claires qui permettent de travailler sur un projet sereinement. Alors, je vais peut-être montrer quelques-unes des images que vous m'avez envoyées. Est-ce que vous pouvez les commenter maintenant ? Bien sûr. Sur les monuments historiques, et particulièrement les musées dans les monuments historiques, quand on arrive sur une étude, il est très important de ne pas survoler la toute première phase, qui malheureusement est souvent raccourcie, c'est l'analyse de l'existant. Donc on est dans un bâtiment complexe, dans un bâtiment d'abord existant, complexe, avec plusieurs niveaux, plusieurs couches de complexité. Et on a très souvent des projets qui sont très pressés, où les calendriers sont très serrés, il faut aller vite. La maîtrise d'ouvrage souhaite se projeter très rapidement vers les scénarios, faire un cahier des charges et avoir la maîtrise d'œuvre le plus vite possible. Et donc, dans ce cas-là, on nous demande de compresser totalement cette phase, ce qui est une grosse erreur, parce que nous, quand on arrive sur un projet comme ça c'est l'exemple du Château Perrier, qui accueille depuis quelques années le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale à Épernay. Donc, dessus, nous avons d'abord besoin de nous approprier le site, de bien comprendre toutes les complexités et d'identifier tous les chantiers sur lesquels il faut travailler. Donc, il y a un monument historique, mais il y a dedans aussi un parcours muséographique à construire, mais il y a aussi les collections. Qu'est-ce qu'on fait avec ici sur cet exemple ? Le maître d'ouvrage n'avait pas réfléchi au fait qu'il fallait vider le château pour faire les travaux. Donc, où mettre les collections ? Et après, très rapidement, il fallait déclencher un deuxième projet de construction des réserves pour mettre les collections à l'abri. Ensuite, il y a la dimension urbaine aussi. Ce monument, il s'inscrit dans un cadre urbain, donc il y a le chantier urbain. Et puis, il y a aussi le chantier technique. Il faut passer les réseaux, il faut vérifier l'importance des planchers. Dans un monument historique, ça peut être très, très délicat. Et parfois, jusqu'au début ou même milieu des études de maîtrise d'œuvre, on n'a pas accès à tous les planchers, on n'a pas tous les sondages nécessaires, etc., pour savoir si notre plancher va pouvoir tenir ce qu'il faut. Et dans ce cas-là, c'est la maîtrise d'œuvre qui doit rattraper ce qui n'a pas été suffisamment détaillé et défini en amont. Donc là, vous avez l'exemple des musées. C'est un projet des réserves pour la ville de Poitiers, les réserves des musées. Et vous aviez à gauche l'état lamentable des réserves qui étaient dans le musée, sous une gaine de ventilation, dans les conditions vraiment pas du tout appropriées. Et puis après, ça aboutit à un beau projet. Il y a aussi dans les bâtiments qui vivent et qui sont restaurés progressivement, petit à petit, mais pas d'un coup. Il y a des espaces qui sont visibles par le public, comme image à gauche, c'est le château de Grignan, le magnifique site qui engage actuellement sa réhabilitation par phase. Donc il a la belle façade magnifique, mais derrière, il y a aussi des espaces comme complètement à droite, ce qu'on appelle la cour des ruines. C'est la partie la plus ancienne du site, mais en fait, elle est en ruine. Maintenant, on réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire avec, de quelle manière restaurer. Et puis, il y a l'image au milieu qui est un espace public. En fait, c'est la rampe pour les handicapés derrière l'accueil. Donc, c'est uniquement les PMR qui voient cette partie qui est complètement humide. Il y a du salpêtre qui sort des murs et ils n'arrivent pas à régler ça. Et ça demande des travaux assez considérables. Donc, nous, il faut qu'on voit de quelle manière on peut intégrer ça dans le projet et sans pénaliser le fonctionnement de l'établissement et répondre aux obligations de laisser les espaces ouverts au public. Donc, c'est très, très complexe.
Juste pour un complément, alors je n'ai pas enchaîné dessus parce que je n'étais pas à la phase de programmation pour le projet du Benaptic, je suis arrivé juste à la phase de recrutement de la maîtrise d'œuvre. Effectivement, il y a deux diagnostics fondamentaux pour la phase de programmation, le diagnostic patrimonial dans toutes ses dimensions, architectural, état sanitaire, etc. Et surtout le diagnostic des attentes de la maîtrise d'ouvrage, surtout pour un établissement qui existe, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose, on ne va pas sur une construction neuve. Donc, sur le projet d'Autun, c'est passé par la rédaction du PSC, donc du projet scientifique et culturel du musée, qui a servi de cahier des charges pour le programmiste, avec tout ce qui n'allait pas dans l'existant et tout ce vers quoi on souhaitait aller, notamment en termes d'accessibilité, pour que le programmiste puisse répondre au mieux aux besoins en fonction des contraintes proposées par l'édifice tel qu'il existe. Oui, c'est la question pardon, un peu provocatrice que j'allais vous poser. Vous disiez il faut que la maîtrise d'ouvrage prenne du temps et arrive à définir ses besoins. Moi, ce que j'ai observé pour ma part en pilotant le projet du musée Champollion, c'est qu'on est à l'échelle d'un mandat et il faut tenir un rythme qui est vraiment voilà, important. Et la DOCSA veut bien sûr qu'on ait un projet scientifique et culturel avant de rédiger un programme. La plupart du temps, ça n'est pas le cas. Alors, comment concilier l'inconciliable quand vous dites qu'il faut que la maîtrise d'ouvrage prenne du temps et qu'on n'a pas de temps? Alors, il faut comprendre déjà quelles sont les problématiques, donc quelles sont les contraintes de la maîtrise d'ouvrage, du projet, ou quels sont les chantiers sur lesquels il faut travailler, il faut plus de temps, et ensuite réfléchir intelligemment, tous ensemble, poser ce problème et dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire dans le délai politique et qu'est-ce qu'on peut laisser pour après? Peut-être qu'il y a des parties du bâtiment qui peuvent être rénovées très rapidement, mais peut-être les usages doivent prendre plus de temps pour être définis. Mais donc, comment faire l'interface entre les deux? Comment y s'y prendre? Donc, c'est vraiment une définition très fine qui nécessite de réunir tous les acteurs et de réfléchir ensemble. Donc, le programmiste, il ne travaille pas tout seul dans son coin et il livre un programme et après, ça se fait. C'est absolument pas comme ça. Il y a un grand besoin du dialogue entre tous les partenaires et aussi tous les partenaires qui étaient identifiés ce matin, l'archéologie, mais aussi le service des musées. Voilà, tous les partenaires, souvent les maîtres d'ouvrage, justement, quand ils sont pressés par ces calendriers, considèrent qu'associer les services d'État, ça va bloquer le projet, que ça va être un obstacle, que ça va rallonger les calendriers. Et en fait, pas du tout. Il y a aussi l'aspect scientifique, le conseil scientifique et technique qui a été mentionné ce matin et qui va enrichir le projet. Mais on ne peut pas forcément tout faire en appuyant, en pressant. Voilà. Il y a des choses qui peuvent se faire. Donc, il faut hiérarchiser, il faut travailler. Mais ça demande vraiment une étude au cas par cas. Et voilà. Adaptation, intelligence et dialogue. Bon, donc, il faut du temps. Si nous n'en avons pas à minima, du dialogue, des partenariats. Il y a aussi des projets qui s'arrêtent à cause de ça. Est-ce que vous voulez commenter les oui, slides juste qui arrivent? Rapidement, des fois, on a des projets où le site n'est pas encore choisi. Donc là, c'est un exemple, pas loin d'ici, le musée Hébert. L'enjeu pour notre étude, c'était de tester la faisabilité de 2 sites possibles, soit une extension sur le musée Hébert actuel, soit d'élargir une partie de la collection, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur un autre site qui est le château de Sassenage. Et donc, on a étudié les 2 sites de la même manière, au même niveau, pour montrer les avantages, les inconvénients et les complexités de chacun. Ici, quelques visuels juste de ce qu'on trouve dans les études de programmation, donc l'analyse de l'existant. Il y a une analyse patrimoniale, comme vous voyez à gauche. Il y a aussi les gabarits, les volumétries, la nature, la configuration des différents espaces, intérieurs et extérieurs aussi. Et puis, il y a les flux, les espaces ouverts au public, les espaces logistiques. Est-ce que les flux se croisent? Est-ce qu'il y a des problèmes des accès? Est-ce qu'il y a des livraisons qui n'arrivent pas à passer? Donc, on essaie d'identifier vraiment tous les dysfonctionnements, mais aussi toutes les qualités de la situation existante. Et ensuite, dans le programme, on trouve des tableaux de surface, des schémas fonctionnels, différents schémas qui permettent d'expliquer mieux les enjeux du projet, mais qui n'imposent pas non plus les implantations. En fait, on ne se met pas dans la position du maître d'œuvre. On ne va pas faire le projet à la place du maître d'œuvre, ça c'est très important. Sur la page d'après, vous avez un exemple d'un scénario. Là, on montre une coupe. Si vous pouvez juste passer sur la page d'avant. Voilà. Là, c'était pour le musée Fabre à Montpellier.
L'idée, c'était d'étudier la possibilité d'une extension sur un îlot urbain à côté. Donc, il y avait l'aspect muséographique et patrimonial, mais aussi aspect urbain très important. Et on a regardé comment on pourrait superposer les différentes activités, sachant que l'îlot était déjà occupé en partie. Voilà, donc ça, c'est typiquement juste les éléments qu'on trouve dans une étude de programmation. Je vous remercie. Et donc l'étude de programmation, elle a vraiment pour objet aussi d'étudier la faisabilité du projet, l'enveloppe nécessaire, de travailler sur le calendrier aussi. Est-ce qu'on peut vraiment arriver dans un projet de ce genre à maîtriser l'évolution des coûts et les délais? Enfin, pour ma part, pour ce que j'ai observé pour le musée Champollion, on était toujours dans des questions absolument folles de combien on annonce de budget, on annonce 3 millions et puis c'est déjà paru dans la presse et finalement on est déjà passé à 4 millions et ça évolue sans cesse. Et on annonce une date d'ouverture parce qu'il faut bien annoncer quelque chose, mais finalement on a du retard et comment on gère politiquement ce retard? Bon, heureusement le Covid est passé par là, on a eu 1 an de plus, mais comment vous faites dans vos opérations? Est-ce que c'est vraiment maîtrisable? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle maîtriser. Si l'idée, c'est de, je sais pas, arrêter un budget de 3 millions, de dire ça doit être fait sous 2 ans, et basta, il faut qu'on contrôle et ça doit être obligatoirement ça, non, ça, c'est pas une maîtrise. En revanche, si on se dit, ça, c'est l'estimation prévisionnelle, mais dans cette estimation, je suis très pessimiste et j'inclus les aléas, j'inclus la révision des prix. Je suis conscient que mon projet, il est complexe, donc il peut avoir des découvertes de dernière minute, alors il faut que j'ai une marge que je réserve pour ça, et en délai et en budget. Dans ce cas-là, c'est maîtrisable, parce que vous gardez la souplesse suffisante pour réagir, et vous avez une enveloppe un peu plus grande que ce que vous pensez être réel, donc vous avez un petit budget pour les surprises. Après, c'est jamais maîtrisable à 100%. Évidemment, il peut toujours avoir une évolution, notamment pour les aspects archéologiques. Il peut y avoir des découvertes qui coûtent très très cher après, qui demandent des délais supplémentaires. Mais justement, s'il y a l'étude de l'existant qui est très détaillée et qui permet d'anticiper au maximum sans avoir l'illusion de pouvoir tout anticiper, dans ce cas-là, déjà, vous vous mettez à l'abri de ce qui est possible de prévoir. Très bien, oui. Juste pour essayer très rapidement, je pense qu'il faut être très très modeste par rapport à ce qu'on a entendu notamment hier sur les délais entre le démarrage d'une opération et son achèvement. Il y a énormément de risques, énormément d'aléas, d'événements. On a parlé du Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a eu une évolution extrêmement défavorable des prix sur les derniers exercices. Donc la maîtrise est très relative. Par contre, il y a plusieurs éléments de vigilance. Effectivement, moi lorsque j'ai pris mon poste, une de mes premières missions a été d'actualiser l'autorisation de programmation pluriannuelle de ce projet en essayant d'être le plus pessimiste possible, c'est-à-dire d'anticiper dans la mesure du possible tous les risques. On a anticipé les risques d'évolution défavorable des prix, on a anticipé l'évolution de différents indices, les aléas de travaux, etc. Chiffres qu'on ne communique pas à la maîtrise d'œuvre, hein, justement pour ne pas se projeter dans un relatif confort d'une provision du risque. Et malgré ça, on est très en deçà de l'évolution des prix depuis l'engagement des études en mai 2020. On est à plus 17% à l'heure actuelle. Donc, voilà, restez modeste. Après, un des problèmes auxquels on est confronté justement sur ces opérations complexes qui durent très longtemps, c'est que la maîtrise d'œuvre, lorsqu'elle s'est engagée à la signature de son marché à réaliser l'opération dans un coût donné, l'a fait sur un coût prévisionnel qui était déjà vieux de 2 ans. Parce que le chiffrage du concours, c'est celui du programmiste, et lui, il avait remis son programme en 2018. Donc, vous voyez qu'on a finalement un vieillissement des prix qu'il faut garder en tête, ce qui est très compliqué, et surtout faire comprendre aux décideurs, aux payeurs, la réalité de ce glissement enfin de ce risque de glissement des coûts. Il y a aussi une mission qui est essentielle pour cette maîtrise des délais, c'est la mission ordonnancement, pilotage, coordination, l'OPC. Vous disiez, Jean-Baptiste Rézois, qu'elle était dans votre cas rattachée à la maîtrise d'ouvrage, alors que pour ma part, dans ce que j'ai observé, c'était une mission qui était intégrée à la maîtrise d'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Quel est l'avantage ou l'inconvénient d'une ou de l'autre des solutions? Voilà, on répondra en binôme avec Atelier Novembre, avec Martine. En réalité, la mission OPC est une mission complémentaire qui relève effectivement, dans notre cas, du marché de maître d'œuvre, de maîtrise d'œuvre. Simplement, on a cette problématique de l'archéologie qui a été anticipée
C'est les Russes qui doivent arriver. La coexistence, la coactivité des archéologues et des entreprises, notamment de grosses œuvres et de reprises qui vont réaliser les reprises en sous-œuvre, nécessite de la part de la maîtrise d'ouvrage la commande d'une mission OPC spécifique de chapeautage des deux interventions. Donc on va être sur un mixte. Par contre, pour nos réserves, effectivement, on avait une mission OPC qui était dans le champ de compétences du maître d'œuvre et qui finalement a été externalisée pour des raisons d'efficacité, on va dire, en sachant donc qu'il y a effectivement deux écoles, chacune ayant son avantage ou son inconvénient, d'avoir un OPC à la main du maître d'ouvrage et d'en faire vraiment un garant du respect des calendriers et de l'opérationnalité du projet, ou au contraire, pour une cohésion d'ensemble, le confier au maître d'œuvre. Bonjour à tous. Je vais compléter effectivement la réponse de M. Rezvois sur cette question des délais. Effectivement, on est dans des projets qui sont portés par une volonté politique et qui s'inscrivent toujours effectivement dans une mandature. Donc la question d'un délai est primordiale. Sur le projet de Vienne, le département d'Isère a fait le choix de missionner un OPC, donc il est du côté maîtrise d'ouvrage, dès le début des études postérieures au concours, ce qui nous permet en fait d'intégrer un grand nombre d'études préalables. Alors je pense effectivement au diagnostic archéologique, aux fouilles et également aux marchés qui vont être nécessaires pour lancer tous ces diagnostics, qui eux aussi sont un temps qui est considérable et qu'il faut anticiper en permanence. Donc cet OPC a cet objectif, cette mission de travailler sur les anticipations en permanence. Les anticipations des marchés de diagnostic et d'études préalables et l'anticipation aussi du calendrier des études de la maîtrise d'œuvre jusqu'au calendrier détaillé du chantier qui va être de plus en plus alimenté par toutes les données qu'on va croiser. On a beaucoup parlé ce matin d'épaisseur historique. Là, on voit aussi l'épaisseur des contraintes de tous ces projets en monuments historiques qui croisent toutes ces disciplines. Alors, on a parlé de maîtrise des coûts, de maîtrise des délais. J'avais envie de vous interroger également sur les aléas dans un monument historique. Les découvertes archéologiques sont assez fréquentes. Est-ce qu'on peut anticiper ces découvertes? Comment on les intègre dans un planning? Si vous voulez répondre, Marine Guiton. Alors, effectivement, toutes les études qu'on lance préalablement à nos études de maîtrise d'œuvre, donc que ce soit des études de géotechnique, des études de structure sur la qualité de ces bâtiments existants, peuvent nous conduire à faire des découvertes qui sont parfois des aléas techniques qu'on sait gérer à l'appui de nos bureaux d'études, et puis des aléas qui sont des surprises, comme effectivement ce qu'on a pu découvrir récemment sur le projet de Vienne. Je pense notamment au décor peint que vous avez montré, Emma, et la porte 16e. Pour nous, ce sont aussi des occasions de réinterroger le projet, à savoir comment on va pouvoir valoriser ces éléments dans notre projet, et s'il y a une facilité et une évidence à les intégrer, on le fait, on se pose et on réadapte sans cesse le projet architectural à ces découvertes. Et ce fut le cas, il me semble, également sur le projet du panoptique, où en phase APD, on a dû réinterroger le positionnement même de l'espace d'exposition et donc retourner l'orientation du projet. Dans notre cas, effectivement, ça a été un des éléments déclencheurs des phases préalables de travaux et de fouilles archéologiques, puisque dans le cas évoqué par Martine, il s'agissait de placer la circulation verticale qui allait garantir l'accessibilité de tous les espaces muséographiques dans des bâtiments extrêmement complexes. Et tout le monde s'est accordé à dire qu'il faut absolument savoir, avant de déclencher le projet, si on peut faire cette circulation à cet endroit-là ou pas. Si ce n'était pas le cas, il fallait tout arrêter et reprendre à zéro.
Donc on a, avec l'aide de l'État, notamment le SRA, qui a fait preuve d'une grande souplesse, qui a fait le choix d'adapter ses prescriptions au fur et à mesure de l'avancement de nos études, on a pu déclencher dès l'année dernière une première phase archéologique à l'intérieur du musée pour vérifier la position du rempart du Bas-Empire et s'assurer qu'on avait la place de faire effectivement cette circulation verticale. Et pas de chance, le rempart n'était pas à sa place. Il prenait beaucoup plus de place que l'on pensait dans ce volume. Donc il a fallu effectivement redessiner sensiblement cette partie-là du projet. Simplement pour répondre à la question des délais, là c'est une réponse, l'exemple d'Autun est une réponse, c'est l'anticipation de certains travaux pour les intégrer finalement dans nos phases d'études. Voilà. Merci. Et Nathalie Crinière, j'avais envie de vous demander comment on s'adapte en tant que scénographe à la découverte de vestiges dans un chantier. Au musée Champollion, la découverte de peintures murales a remis à un moment en cause le parcours muséographique. Est-ce que vous avez des exemples comme ça d'adaptation qu'il a fallu faire Ah oui, on en a. Le scénographe s'adapte. C'est vraiment son métier, en fait. La capacité d'adaptation. Parce que vous voyez qu'on arrive quand même un peu en bout de chaîne, comme sur la table. Là, mais c'est vraiment ça. Et donc, on absorbe tout ce qu'on nous donne. Donc, à Carnavalet, on a eu des bonnes surprises. Par exemple, on avait des plafonds, notamment sur l'espace de la Révolution, qui étaient très bas. Et puis, tout d'un coup, quand le curage est enfin arrivé, ils ont découvert qu'au-dessus, on pouvait récupérer 50 cm. Alors, la moitié des choses étaient lancées, les vitrines, tout était dessiné. Il a fallu tout rehausser. On a pu refaire l'éclairage. Donc, c'est pas fait tout à fait comme si on l'avait eu dès le départ, parce qu'on est obligé de s'adapter. On a des contraintes budgétaires et de planning. Mais on découvre des choses qui nous intéressent beaucoup. Donc, il y a des négociations comme ça, parce que nous, ça nous intéresse. Après, il faut qu'on puisse le faire rentrer et dans le planning et dans le budget. Et nous, ça demande aussi une phase de retravail. Mais comme en général, ça nous fait plaisir de découvrir ces éléments-là, on y va parce qu'on se dit que c'est bien pour le projet. Alors, une fois que le besoin est bien défini, que la volonté politique est présente, que les choses sont lancées, comment, côté maîtrise d'œuvre, on se prépare à un concours ? Quels sont les bons ingrédients ? Et comment on constitue une équipe de maîtrise d'œuvre ? Alors, question importante. Comment on constitue donc une équipe de maîtrise d'œuvre ? Vous imaginez bien que sur ce type de projet, donc avec une relative complexité, on mobilise énormément de compétences. Donc, nous, Atelier Novembre, on a une expérience d'environ une trentaine d'années sur les équipements culturels et notamment en réhabilitation, extension de bâtiments existants, pas toujours classés monuments historiques, mais c'est tout l'intérêt aujourd'hui de notre pratique. Et on va mobiliser des compétences. Donc, dans le cadre du musée de Vienne, on est environ une dizaine de co-traitants. On a un architecte du patrimoine qui nous accompagne, Xavier Lagneau. On a un bureau d'études fluide, structure, un économiste, l'agence Nathalie Crinière, évidemment, pour le parti scénographique, qui est accompagné également d'un expert en soclage pour les œuvres, de spécialistes multimédia, de paysagistes, de verdistes, voilà. Beaucoup de monde autour de la table. Donc, de graphistes, j'en oublie certainement. Et tout ce monde doit se mettre en phase, s'aligner pour mener à bien les projets. Donc, voilà, on constitue des équipes toujours pluridisciplinaires avec les compétences qui sont nécessaires pour répondre au projet. Ensuite, on n'est jamais préparé à un concours, puisque on sait qu'on a fait une candidature, donc c'est notre premier acte on va dire, d'intérêt sur le projet, et c'est toujours un acte extrêmement volontaire. Et au moment où on reçoit la lettre comme quoi on est retenu à concourir, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire que là, on va être face à nos concurrents, 3 ou 4 équipes de maîtrise d'œuvre, et on va recevoir ce qu'on appelle le DCC, le dossier de consultation des maîtres d'œuvre,
dans lequel on va avoir l'ensemble des documents préalables qui ont été réalisés, notamment par les programmistes, mais aussi toute la partie diagnostic dont on a un peu parlé ce matin, dans le cas des monuments historiques, les diagnostics patrimoniaux, les relevés géomètres, un ensemble de documents considérables. Et généralement, on a un délai situé entre 3 et 4 mois pour sortir un projet. Donc, il y a une phase extrêmement importante de lecture, de documents, d'analyse du bâti, de visite de site, évidemment. Et sans cesse des allers-retours entre ces documents, la réalité du site, les contextes urbains extrêmement importants dans lesquels s'inscrivent ces bâtiments, leur composition, leur matière, les nivellements. Voilà, on superpose tout ça. On superpose tout ça et on essaie de tirer des contraintes finalement du site, de ses faiblesses ou de ses atouts, le meilleur pour dégager. Souvent, c'est très souvent une question de parcours. Et là, c'est un dialogue qu'on a constamment avec les scénographes. Je voulais prendre la parole peut-être pour ajouter. Quelque chose d'un peu trivial, mais on y va pas gagner aussi. Parce que le concours, dans une agence, c'est quand même... c'est toujours assez motivant, parce que si on s'asseyait à chaque fois, si on avait le concours, enfin le projet directement, je dois dire que le concours, ça a beau être épuisant, ça reste quand même très motivant et ça nous maintient en état perpétuel de grand bonheur ou de grande peine, quelquefois. Mais ça fait aussi partie du jeu. Donc c'est vrai que quelquefois, on n'est pas retenu à la candidature. Donc ça, c'est un peu agaçant parce qu'on ne va même pas pouvoir faire le concours. Mais la phase concours, ça a quelque chose de très stimulant parce qu'on se dit, puis on y croit, c'est terrible ce qu'on y croit. On a quand même l'impression, quand on va dans un projet, qu'on va forcément dans la bonne direction et qu'on vraiment on se demande ce que vont faire les autres. Et bon, quelquefois, ils ont fait mieux, mais c'est toujours mieux quand on gagne. Et il faut reconnaître que pour le délai imparti, donc pour le cas d'Autun, c'était 4 mois entre septembre et décembre, la qualité des projets remis était vraiment... enfin, elle a été soulignée par le jury de concours d'ailleurs, parce qu'effectivement, l'intensité du travail y est, et le résultat, voilà, les rendus sont assez remarquables, de niveau esquisse, évidemment, mais vraiment voilà, une très belle qualité de travail. Mais d'ailleurs, je reviens sur le concours, parce qu'on demande toujours, nous, à voir les concours des autres, parce que c'est très intéressant, en fait, parce que vous êtes dans votre truc, mais en fait, il y a des réponses tellement variées, et ça, je pense que pour les maîtrises d'ouvrage, c'est vraiment extrêmement intéressant, parce qu'on peut voir un panel comme ça d'idées, donc je comprends que les maîtrises d'ouvrage fassent des concours. Alors justement, les réponses architecturales répondent à des contextes très différents. Est-ce que vous pouvez commenter les slides que vous m'avez envoyés et nous expliquer un peu Tout à fait. les différents projets ? Alors, cette première slide, c'est plus pour présenter un petit peu l'ADN de l'atelier Novembre, qui s'est illustré donc, dans des réhabilitations d'ampleur. Je pense notamment au 104, il y a une quinzaine d'années, un établissement culturel de la ville de Paris. Ce sont les anciennes pompes funèbres de la ville de Paris. Et ça a été un chantier monumental. Aujourd'hui, un lieu qui vit extrêmement bien, où se déroulent des résidences d'artistes, des expositions. C'est un lieu qui est ouvert au public tous les jours, qui fait partie du quartier. C'est un espace traversant, une continuité d'espace public. Et vraiment, c'est des sujets qu'on aime traiter, puisque c'est des lieux appropriables par tous qui font société. Deuxième projet, c'est l'Inguimbertine dans l'hôtel-dieu à Carpentras, projet qui vient d'être livré. Alors là, j'appuierai sur la valeur du temps long en architecture, parce que c'est un projet qui a démarré en 2010, qui s'inscrit là aussi dans un monument historique, l'ancien hôtel-dieu, avec des volumes considérables, et un projet très intéressant d'y rassembler une bibliothèque et des fonds de livres anciens avec un musée d'œuvres beaux-arts. Donc les deux se croisent, la bibliothèque et les œuvres. Ensuite, donc, le musée Rollin Panoptique d'Autun.
Là, je me souviens quand on a reçu les plans, les premiers plans géomètres incroyablement complexes de ce site. Ce sont 4 bâtiments, donc l'hôtel Lacombe, le musée Rollin, le palais de justice, et au centre, ce catalyseur, la prison panoptique. Donc articuler tous ces bâtiments avec des nivellements différents dans un projet cohérent, fluide, un parcours muséographique, avec toutes les contraintes donc, qui se superposent. Donc là, notre positionnement, ça a été vraiment de dégager finalement la prison panoptique pour donner une lecture de toutes ces entités. Et donc notre intervention se fait en sous-sol. Et également au-dessus de la prison avec la création du belvédère qui donnera une vue sur l'ensemble de la ville d'Autun et du territoire. Le musée d'Aubray à Nantes, qu'on inaugure par ailleurs aujourd'hui, musée de collectionneurs. Là aussi, une problématique complexe puisqu'on a 3 bâtiments sur ce site d'époques très très différentes. Le palais d'Aubray, donc édifice construit par Thomas d'Aubray sur les plans initiaux de Viollet-le-Duc, qu'il a largement remanié lui-même, mais un édifice très très important. Au centre, le manoir de la Touche, un édifice du XVe siècle, et puis sur la rue qui mène donc au quartier Gralin, le bâtiment Voltaire, un bâtiment des années 70, dont le département souhaitait absolument garder la trace aussi de cette architecture manifeste des années 70. Donc il a fallu ici trouver du lien entre toute cette hétérogénéité. Et là aussi, sur ce projet-là, on est sur une démarche de faciliter des parcours, faciliter des évidences dans l'approche de ce musée. Donc, beaucoup de notre intervention se passe aussi en sous-sol et également par l'intervention, la greffe sur le manoir de la Touche d'une circulation verticale qui permet de relier l'ensemble des bâtiments. On a travaillé aussi de manière importante sur la matière avec ces interventions en acier corten qui rappellent aussi les valeurs chromatiques du palais d'Aubray avec ces pierres un petit peu orangées et cette tuile plate rouge. Voilà, je vous invite à vous y rendre. Superbe musée et ville de Nantes où il se place plein de choses. Alors, le musée d'histoire de la ville de Vienne. Donc, on est vraiment en plein centre historique de Vienne, comme l'a rappelé Emma Beauvoir dans sa présentation de toutes les études archéologiques en cours sur ce site. Je voulais revenir un petit peu sur notamment la programmation sur ce musée qui a été la phase antérieure en fait, au concours, qui a été assez importante, où le département a déjà créé en fait, ce dialogue très important avec la DRAC et les différents services de la ville, notamment l'ABF, pour déterminer une sorte une faisabilité et des emprises constructibles sur un site qui est déjà largement dense. On est vraiment dans un site urbain très dense. Vous voyez ici l'image de gauche, c'est donc le cadastre napoléonien superposé au cadastre de 2021, qui nous donnait en fait l'histoire de l'évolution de ce site qui a été largement remanié. Parce que se pose la question, quand on intervient sur un site d'une telle épaisseur historique, pour le coup, l'église Saint-Pierre et l'ancienne église Saint-Georges, d'y accoler des extensions. Le programme nous demandait de construire un musée, d'y loger en tout cas environ 5000 m².
très compliqué dans cet espace très imbriqué de trouver ces mètres carrés de surface. Donc on s'est appuyé sur les documents qui nous étaient transmis dans le programme sur ce cadastre. Ce cadastre donne à voir en fait des emprises qui étaient à un moment donné construites, qui ne l'ont plus été et qui le sont aujourd'hui. Et donc on s'appuie ici sur ce qui était construit pour y poser les extensions du musée. Je pense notamment à l'extension Saint-Pierre, voilà, sur la place Saint-Pierre, où il fut un temps, l'église Saint-Pierre avait aussi toute une partie construite autour du clocher, sur cette façade nord. Donc ça nous autorisait, ça légitimait aussi ces interventions, mais des interventions contemporaines d'aujourd'hui. Donc on a cherché dans ce projet à minimiser les interventions, donc ces extensions qui viennent toujours en appui, rarement modifier l'existant. Et c'était tout l'enjeu du parcours dans l'église Saint-Pierre depuis le bâtiment d'accueil, c'est comment faire un parcours fluide, accessible à tout le monde. Donc on a parlé de réversibilité ce matin et nous on porte à cœur effectivement cette réversibilité. Donc dans l'église Saint-Pierre, on ne vient pas du tout modifier l'existant. On est venu poser un dispositif de passerelle au-dessus du sol qui permet de faciliter en fait le parcours de tous les visiteurs et de ne pas modifier les entrées, le sol, ou d'ajouter des éléments qui seraient, eux, non réversibles. Ensuite, on a toute une partie d'extension je vais revenir plutôt sur le plan masse, pardon. Voilà. Il y avait donc à l'arrière du site, dans sa partie sud, une maison bourgeoise, dite la maison Boulu, qui s'inscrivait dans une cour. Et on a très vite, lors de nos études de concours, admis le fait qu'on ne pourrait pas y faire grand-chose dans cette maison Boulu, au regard de tout ce qu'on nous demandait à implanter. Donc on a pris le parti de la démolir, mais en revanche, de créer une extension qui rappelle quelque part cet ordonnancement, cette rigueur, et de mettre en valeur ici une cour qui s'adresse vraiment à la ville, une cour urbaine. L'enjeu, c'était aussi de dégager la chapelle Notre-Dame qu'on voit au sud de l'abside de Saint-Pierre. Donc, tout notre travail a été de prendre du recul par rapport à cette architecture pour la mettre en valeur, la faire respirer, densifier, mais en même temps choisir les moments de densification pour la mise en valeur de ce patrimoine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé du bâtiment, du monument historique, mais un musée, c'est aussi une collection. Nathalie Crinière, j'avais envie de vous demander comment on intègre ces collections dans un monument historique. Et en tant que scénographe, quelles sont les options qui s'offrent à vous ? Hier, Richard Dagorn, directeur du Musée Lorrain, a dit on n'a pas besoin d'un show scénographique dans un monument historique. Est-ce que vous adhérez ou pas ? Oui, parce que l'idée, c'est pas de faire show. Nous, notre travail, c'est justement de pas faire show, mais de porter le regard des visiteurs sur des choses qui vont être amenées souvent par le commissaire et les conservateurs qui ont une histoire à raconter. Donc, on écoute d'abord cette histoire. Nous, on a deux entités à écouter. C'est les architectes, alors qui mettent en valeur le bâtiment, qui aiment beaucoup la lumière naturelle, qui aiment beaucoup les ouvertures sur les jardins. Et puis les conservateurs et la conservation préventive qui nous disent non, on est tout dans le noir, là, ça ne supporte pas plus de 50 lux. Donc voilà, on joue vraiment quand même avec ces deux éléments parce qu'on aime beaucoup aussi la lumière naturelle. Donc il y a une façon de positionner les œuvres de façon à les préserver tout en les intégrant dans le parcours. Parce que évidemment, les pièces noires ne sont pas forcément au bon endroit. Donc à nous de gérer quand même tous ces éléments. Après, dans les monuments historiques, Marine l'a dit tout à l'heure, il y a eu dans l'église Saint-Pierre cette passerelle qui a été construite
et qui finalement nous a beaucoup intéressés pour la scénographie parce qu'elle permet d'avoir 2 niveaux de lecture, notamment de pouvoir plonger sur les mosaïques, ce qui est quand même vraiment intéressant de les voir d'un petit peu plus haut que de descendre directement dessus. On peut quand même descendre, les voir de près. Donc c'est un dispositif architectural qui va être finalement au service de la scénographie. Donc ça devient très intéressant. Et puis après, nous, on essaye de beaucoup travailler avec l'architecture, mais qu'elle soit ancienne ou contemporaine. Voilà, dès qu'il y a des arches, des recoins, des éléments, on vient se poser dedans pour toujours... je dirais qu'on apprivoise l'architecture, quelle qu'elle soit. Donc on joue avec. Et dans un bâtiment historique, alors on a souvent des problématiques, et notamment là, à Vienne, des problématiques de poids, vous l'avez évoqué, parce qu'il y a beaucoup de lapidaires et que ça pèse lourd, donc on ne va pas pouvoir les mettre n'importe comment, notamment au mur. Il va falloir... On aime beaucoup les joints dans les pierres, parce que souvent on peut aussi aller se fixer dans les joints, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Mais on travaille avec le bâtiment, c'est notre matière, et je dirais qu'on vient se lever dans le bâtiment plutôt que d'aller faire des grands gestes scénographiques. Et ça marche bien quand on... Ce qui est intéressant pour nous, c'est que le visiteur perçoive naturellement une histoire parce qu'on l'oriente sans en avoir l'air, mais on porte son regard vers des œuvres et des points de vue architecturaux qui vont finalement lui parler naturellement et le toucher en fait émotionnellement. Donc ça, oui, j'avais mis cette petite image en référence parce que on intervient aussi beaucoup à l'étranger. Là, on est intervenu au Palace Museum. Donc vous imaginez bien qu'au Palace Museum, c'est pareil, on ne fait pas du tout ce qu'on veut. Donc on joue avec les éléments. Par exemple, cette salle du Palace Museum est couverte de colonnes. Donc on a joué avec les colonnes qu'on a habillées. On venait parler du désert, enfin du désert d'Alula et du site d'Alula au Palace Museum, ce qui n'a pas grand-chose à voir, avec une architecture très marquée. Donc on a fait comme ça matcher les 2 éléments. Donc on se sert de tout ce qui est à notre disposition. En fait, c'est le travail vraiment du scénographe. Donc voilà, des problématiques de poids, des plaques de répartition à poser un petit peu partout. Mais vous voyez aussi qu'on profite du plafond, finalement, qui vient en résonance avec les couleurs. On fait dialoguer en fait les éléments architecturaux et la scénographie, des thématiques qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, mais qui finalement, si on les assemble, se mettent en valeur les unes les autres. Alors ça il était intéressant cet exemple-là dans la problématique d'aujourd'hui. Là, on est chez Dior, en fait, et dans la galerie Dior qu'on a créée, en fait, puisque la galerie n'existait pas, Dior a décidé de créer un musée dans la maison mère, puisqu'on est avenue Montaigne, où Dior a commencé. Donc, c'est une maison à histoire, puisque dès que vous ouvrez une porte, vous pouvez vraiment avoir l'impression de rencontrer Dior ou tous les designers qui se sont succédés. Et dans le parcours, donc la galerie Dior se fait aussi dans un magasin qui a été rénové. Donc, inutile de vous dire que le magasin a aussi une bonne part. Mais la galerie a eu aussi une grande importance dans le projet. Et il y avait, sur le niveau qui n'était pas le nôtre, et qui n'était pas vraiment celui du magasin non plus, il y avait une cabine qu'utilisait Dior pour faire ses défilés, pour habiller ses mannequins à l'époque, qui avait été fermée à un moment. La pièce était en l'état, bien poussiéreuse, mais elle n'était pas au bon niveau, ni pour la boutique, ni pour nous. Donc, on a traîné longtemps la cabine en se disant ça va être pour les VIP, mais les VIP, ça ne nous amuse pas beaucoup parce que c'est les gens qu'on va emmener comme ça. Il y en aura 3-4 qui vont aller le voir tous les mois. Donc, bon, très bien, on les emmènera dans la... Et puis, un jour, en plein chantier, on retourne dans la cabine pour voir un peu ce qu'il fallait qu'on y fasse, parce que ça faisait un moment qu'on nous disait il faut y aller là, sur la cabine. Et puis tout d'un coup, on se dit, le bureau est au-dessus, là, mais on va faire un trou. On va faire une trémie, et puis comme ça, tout le monde pourra la voir, les visiteurs pourront la voir. Alors ça marche chez Dior, parce qu'on est arrivé en plein chantier, les architectes avaient déjà passé leur clim, enfin, tout le monde avait bien avancé ses affaires, puis nous, on est arrivés en disant, on va faire un trou, ça va être super, vous allez voir. Et c'est vrai que ça, tout d'un coup, tout le monde s'est levé chez Dior en disant, mais oui, ça serait peut-être une bonne idée, ça. Et donc, on y est allé. On est allé avec les architectes aussi sur place, qu'on était bien gentils. Nous, les scénographes, on fait des trous, mais après, bon, faut que ça tienne. Hein. Et puis, alors, en plus, il y avait des notions de coupe-feu, puisqu'entre 2 niveaux, il y a vraiment cette problématique. Mais on a réussi, on a fait notre trou. Et maintenant, c'est un élément clé dans le parcours, parce qu'on a ramené quelque chose de vraiment d'historique dans ce parcours tout nouveau. Et ça marche vraiment. Vous voyez, on est documenté. Et en plus, l'image qui est projetée au-dessus
il y avait à l'époque, des photographes avaient pris en contre-plongée depuis la mezzanine, donc on a l'impression d'y être. C'est vraiment ça a été voilà, il faut pouvoir le faire à un moment, s'adapter, mais quand on peut le faire, c'est vraiment formidable. Et pareil, l'image suivante, là, c'est toujours à la Galerie Dior, où on a complètement éventré un des bâtiments, avec quand même toujours les architectes qui nous disaient « Ah mais non, mais là, il faut quand même garder les refends ». On leur disait « Mais attendez, on éventre tout et vous nous faites garder les refends, les machins ». Ben oui, mais il fallait quand même garder les éléments historiques. Donc, on a joué comme ça avec des éléments. Et puis ça, on a même joué avec le travail acoustique nécessaire dans le bâtiment pour faire apparaître le portrait de Dior comme ça en ombre chinoise dans le bâtiment. J'avoue que ça, quand on l'a fait, on n'était pas trop sûr. Le scénographe, il n'est pas toujours sûr de son coup. Donc, on a fait un grand mur comme ça, gigantesque, en perforation. On savait que ça allait absorber, c'était bon pour l'acoustique. Mais est-ce qu'on allait vraiment voir notre Dior ? Et quand l'escalier a été... tout l'échafaudage est parti, Dior est apparu. Et comme il était superstitieux, on s'est dit, c'est parfait, ça a marché. Donc, on essaie aussi quelquefois des choses. Il faut savoir que ce n'est pas une science exacte. Donc, voilà, on a l'air très sûr de nous quelquefois, mais il y a un petit moment où on se dit pourvu que ça marche, parce que ce n'est pas forcément si évident. Et là, la problématique de Carnavalet, là, on avait beaucoup de problèmes d'alimentation électrique à Carnavalet. En fait, tout ne pouvait pas être... toutes les salles ne pouvaient pas recevoir de l'électricité par le sol. Donc, il y a eu des discussions aussi avec notre éclairagiste, puisque il fallait qu'on ne pouvait pas amener d'audiovisuel, par exemple, ou de petits écrans. Donc, on a trouvé comme ça des procédés pour venir se poser dans les espaces. Et ça, c'était la grande problématique de Carnavalet, puisqu'on a creusé, en fait, ça c'était un espace qui n'était pas du tout accessible au public et qui était très bas de plafond, et que François Chatillon a réussi à creuser. Ça nous arrangeait beaucoup dans le parcours, parce que, justement, dans la programmation, on retrouvait des espaces, mais ça a été vraiment très compliqué à mettre en place, mais ça fonctionne finalement maintenant très bien. Et puis ça, je vous ai mis ça, parce que ça, c'est une autre histoire, c'est au musée Van Gogh à Amsterdam, mais c'est pareil, là, il s'agissait nous, on s'est posé dans l'extension, mais le musée, comme ça, évolue, ils agrandissent toujours leur musée, parce qu'ils ont toujours besoin de beaucoup plus de place. Et on avait fait une expo il y a 20 ans, c'était un bassin, et maintenant, c'est devenu une extension dans laquelle on peut faire des expositions. Voilà. Merci beaucoup. J'avais envie de vous demander... Ah pardon, vous vouliez réagir peut-être. Allez-y. Juste un mot pour dire que c'est notre boulot aussi des programmistes, d'essayer d'imaginer tous les problèmes que vous allez rencontrer derrière et de mettre les utilisateurs, le maître d'ouvrage face aux différents choix pour voir où mettre le curseur. Par exemple, le noir pour la scénographie et puis faire entrer la lumière dans le bâtiment, le poids sur les planchers historiques, etc. Mais une fois qu'on détecte, on est très pessimiste, on est tout le temps en train de regarder ce qui ne va pas, mais on alerte la maîtrise d'ouvrage en permanence pour dire, écoutez, là, ça ne sera pas possible. Alors réfléchissons comment on peut faire, et toujours sans faire le projet de maîtrise d'œuvre à la place, évidemment. Juste une petite réaction. Oui. Alors, par rapport au programme, c'est un art très délicat. Soit le programme est trop détaillé, il va corseter tout le monde, soit il n'est pas assez précis et on est dans le vague. Et ça pose des soucis dans les deux cas. Donc, c'est vraiment pas un art facile. Par rapport à la prise en compte des découvertes en phase opérationnelle, en phase de chantier, je me permets juste de faire un incise sur l'importance de la gouvernance de ce type de projet. On a beaucoup parlé des partenaires institutionnels, donc notamment les services de l'État en charge des contrôles scientifiques et techniques. On va peut-être reparler des questions d'accessibilité, de sécurité incendie, donc d'autres partenaires en DDT ou en centre de secours, plus les commissions de sécurité. Bref, ça fait beaucoup de monde autour de la table. Et c'est vrai que nous avons réussi à Autun à conserver dans la très longue durée, donc depuis la phase d'études préalables de 2016, tous ces partenaires, en prenant en compte les changements de personnes, les changements de poste, les départs, par deux organes de gouvernance, en particulier le comité technique et le conseil scientifique. Donc, le conseil scientifique, comme son nom l'indique, plutôt orienté sur la muséographie, la conservation préventive et évidemment le discours que va porter le musée, et le comité technique, où était présent l'intégralité des services de l'État qui ont, à un moment ou à un autre, un regard, une autorisation à donner ou un veto à poser sur le projet, et qui a permis à chacune des étapes, et notamment toutes les phases d'avancement des études de maîtrise d'œuvre, à chaque fois de conforter le travail de la maîtrise d'œuvre, de conforter les orientations du maître d'ouvrage, et ainsi d'anticiper, en l'occurrence, toutes les phases opérationnelles, les phases de prescription, les autorisations de travaux, qui
qui peuvent être aussi très sportives dans un contexte monument historique, ERP plus site patrimonial remarquable. Donc voilà, l'importance de la gouvernance à anticiper en amont, mais à réussir à faire vivre dans la durée. Oui, j'avais aussi envie de vous demander, mais vous êtes plusieurs à pouvoir répondre à cette question, comment on répond aux souhaits des conservateurs du contrôle climatique pour la bonne conservation des objets dans un monument historique, c'est très compliqué et on est souvent assez arc-bouté sur ces principes. Comment vous arrivez à y répondre? Vas-y. Alors, dans le cas de notre projet du musée de Vienne, on est accompagné par Cartel Collection, donc Claire Bergeau, qui est conservatrice, qui travaille sur la conservation préventive des œuvres. On avait dans le programme effectivement des valeurs qui étaient extrêmement contraignantes. Et notre projet s'inscrit dans un monument historique, en l'occurrence une église avec un volume très très important. Et ce sont des débats qu'on a toujours en permanence. Comment on va traiter cette question de la conservation? Est-ce que c'est par des dispositifs extrêmement techniques ou bien dispositifs plus passifs? Donc ça, ce sont des échanges qu'on a en permanence donc avec Claire Bergeau, l'agence Crinière et aussi notre bureau d'études. Parce que là, on s'inscrit aussi dans un contexte climatique existant, l'intérieur d'une église. On parlait ce matin rapidement des consommations énergétiques. Il est clair que nous, dès le concours, on a pris le positionnement de se dire on ne va pas renouveler l'air d'un tel édifice. D'une part parce qu'on va changer ce caractéristique inhérente, et puis d'autre part parce que ce sont des consommations considérables au regard de ce volume. Donc ce sont des débats qu'on a en permanence. D'ailleurs, on les a toujours un petit peu. Savoir est-ce qu'il faut renouveler l'air complètement ou pas, quel climat on donne à quels espaces. Alors après, pour les œuvres très spécifiques, nous, on a quand même des possibilités. On a une vitrine climatique au musée de Vienne pour la défense de Mammouth, où là, vraiment, on a un petit appareil vraiment qui va fonctionner en permanence et qui va donner la bonne hygrométrie à la vitrine. Après, on a des choses plus passives, comme les boîtes de silica à gel. Toutes les vitrines en auront. Donc ça, c'est une possibilité aussi et qui est quand même... surtout en conservation préventive, il y a quelquefois aussi des revirements. On dit qu'il faut laisser vivre un peu les œuvres dans leur ambiance plutôt que de les sursécuriser. Après, il y a le principe des rotations aussi qui est quand même qui aide pour les œuvres très fragiles. On peut quand même les jouer avec ces rotations. Donc il y a des possibilités. Et ça, justement, c'est vu avec Claire ou avec la conservation. On trouve toujours des possibilités. Merci, on va bientôt devoir conclure. Je voulais qu'on parle quand même de la prise en compte du public, des visiteurs, des questions d'accessibilité, de sécurité incendie. Est-ce que vous avez des exemples précis à nous partager? Alors, la question de l'accessibilité, évidemment, elle est primordiale parce que ce sont des lieux très importants qui doivent s'adresser à tous les publics et les situations de handicap doivent être absolument maîtrisées. Donc, la première des dispositions, c'est le parcours au sol, le nivellement. Donc, dans chacun de nos projets, on s'attache à ce qu'il y ait le moins de ce qu'on appelle de rupture de charge, c'est-à-dire on descend dans une plateforme élévatrice, etc. Donc, on cherche des astuces pour justement que ce parcours soit fluide. Et une des réponses pour le musée de Vienne, c'était de trouver des nivellements différents, mais qui puissent être joignables par de simples rampes, mais pas de plateforme élévatrice qui forme une rupture dans ce parcours fluide. Et je voulais simplement ajouter par rapport, ça n'a rien à voir avec l'accessibilité, mais cette astuce de passerelle, elle nous sert aussi pour cette disposition des fluides en monument historique. Tu as parlé, Nathalie, des histoires de câblage dans le musée Carnavalet. Dans une église, on cherche aussi évidemment à ce que ce soit le moins visible possible. Donc, un dispositif qui nous sert à l'accessibilité devient aussi l'embarquement de dispositifs techniques.
Merci beaucoup. Et puis une dernière question. À l'heure de l'éco-responsabilité, comment est-ce que vous gérez la performance énergétique des bâtiments? On voit encore des propositions avec des grands vitrages. Est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui, ce type de proposition? Alors, j'étais très intéressée. C'est une question hyper facile. Merci de la poser. J'étais très intéressée ce matin par l'intervention de Franck Sénan concernant Chantilly, parce que c'est des questions qu'on se pose tous les jours sur l'aspect, l'ingéniosité versus frugalité. Des centrales de traitement d'air qui servent effectivement à maîtriser la ventilation, l'hygrométrie des espaces. Comment, dans des monuments historiques, on peut éventuellement s'en passer. Ça passe par effectivement un dialogue renforcé avec les DRAC, avec nos bureaux d'études, pour trouver des pistes pour être le moins invasif possible techniquement dans les monuments historiques. Après, je rejoins votre question de la construction neuve, des grands vitrages. On s'adresse quand même à l'espace public, on s'adresse aux citoyens, et nous, on ne se voit pas non plus faire de l'architecture sans transparence, sans qualité de lumière, etc. Aujourd'hui, on arrive aussi à traiter ces façades extrêmement vitrées par des dispositifs qui vont à la fois permettre des scénographies différentes. Je pense notamment au pavillon du musée sur Vienne, donc l'extension de la cour du musée qui est extrêmement vitrée. C'était à la fois un appel dans la ville, mais à l'intérieur, on a traité ces façades avec des volets pivotants qui servent à la fois au contrôle solaire et à la fois à la réversibilité scénographique. C'est-à-dire on peut faire une boîte noire, on peut faire une boîte entièrement vitrée avec le belvédère sur le paysage, un peu comme on le retrouve aussi, ce dispositif sur Autun, même si aujourd'hui il est complètement ouvert. Mais voilà, ce sont des éléments d'architecture qui restent très importants pour établir un dialogue aussi avec l'espace public, avec la ville, et faire appel et inviter les citoyens à venir visiter ces musées. Pour nous, c'est aussi une qualité architecturale très importante. Oui, c'est des sujets qui sont évidemment extrêmement importants pour les maîtrises d'ouvrage, puisque, en tout cas, ce qui nous concernait, l'accessibilité était un des objectifs fondamentaux du programme, puisque le musée actuel n'est absolument pas accessible, aucune de ces salles ne l'est. Donc c'est effectivement des objectifs forts. Par rapport à l'énergie, la récente envolée des prix de l'énergie ont été un petit rappel à l'ordre. C'est qu'effectivement, on crée des équipements relativement énergivores, pour de très bonnes raisons, par ailleurs. Donc, la recette, en tous les cas, qui a été celle d'Autun, était l'adaptabilité. Effectivement, on a parlé de l'impact du rempart du Bas-Empire sur les aménagements de circulation. La problématique de la gestion climatique de certains espaces ont fait partie aussi de ces adaptations en cours de route, où pour toute la partie supérieure de la prison, donc un étage supplémentaire panoramique qui venait surplomber l'édifice, à l'origine, il devait être couvert par une double peau de verre. Les études thermiques ont clairement montré que ça serait absolument ingérable, tant en été qu'en hiver, ou alors à un prix énergétique incommensurable, et même avec des valeurs atteintes qui ne seraient pas satisfaisantes, notamment pour le confort du public, en sachant que c'était un espace où il n'y avait que du multimédia, il n'y avait pas d'heures à proprement parler. Donc, notamment à la demande de la CNPA, qui avait souhaité qu'on redessine un petit peu cet étage-là pour essayer d'en réduire l'impact visuel, on en a profité pour supprimer, d'une part, les parois vitrées, cintrées, donc déjà des verres très techniques et très coûteux, et surtout supprimer toute la mécanique, toute la technique qui allait gérer climatiquement cet espace-là. Donc des économies d'investissement, un impact moindre sur le monument historique, mais par contre la nécessité pour le groupement de maîtrise d'œuvre, et en particulier le scénographe, de repenser cet espace qui, de fermé, devient ouvert, en posant évidemment de nouvelles questions en termes de confort ou de multimédia ou
de ce que l'on peut montrer au public. L'autre exemple que je pourrais donner sur cette question d'économie des coûts et de l'énergie, c'est notre projet de réserve. On a fait le choix, non pas de créer un bâtiment neuf, en réserve externalisée, mais de réinvestir une friche industrielle. Donc on économise le foncier, on investit un bâtiment dont le bilan carbone est déjà amorti depuis près 150 ans. Et surtout, on fait le choix de relativiser les valeurs cibles recherchées pour être sur un système low-tech. On a vraiment joué sur l'inertie du bâtiment en la renforçant avec une isolation en béton de chaud-chanvre, comme à Chantilly, beaucoup plus modestement, au niveau des surfaces en tous les cas, et de mettre une technique, mais juste ce qu'il faut, en jouant notamment sur les renouvellements d'air minimaux en fonction de l'activité au sein du bâtiment et de ses réserves, pour vraiment minimiser les coûts et néanmoins garantir des conditions de conservation optimales pour ces réserves. Je vous remercie pour ces exemples très intéressants. Nous allons peut-être clore la table ronde. Merci à tous les quatre et pouvoir laisser la place aux questions, s'il y en a. Alors, c'est peut-être pas tant une question qu'une remarque, mais il y a un moment crucial qui n'a pas été évoqué dans le cadre de la table ronde, qui est le moment du jury, auquel Nathalie Crinière et Madame de La Tuile-Novembre, normalement, vous en êtes absents. Il se trouve que moi, j'ai été présent dans deux, au moins, le musée Lorrain, et puis j'ai eu la chance aussi d'être au jury du musée Rollin à Autun. Et en fait, il faut savoir que la loi MOP en France, elle précise, si vous voulez, la composition d'un jury. La composition d'un jury, il laisse généralement 3 tiers, il est composé en 3 tiers. Il y a un tiers d'élus, qui sont généralement les élus de la commune, il y a un tiers de personnalités qualifiées, puis il y a un tiers d'architectes, puisqu'il faut qu'ils soient en mesure de juger des gens qui exercent le même métier. Et ces architectes, généralement, c'est des gens qui ont des fortes personnalités et qui savent s'exprimer, qui n'ont généralement pas grand-chose, enfin, vous voyez, qui n'ont pas le langage policé que peuvent avoir certains élus ou certains techniciens des services de l'État. Ce qui fait que leur voix est prépondérante. En tout cas, elle n'est pas prépondérante, mais on l'entend beaucoup pendant les réunions de jury. Et moi, ça m'a posé un problème, notamment au musée Lorrain, c'est que la muséographie, ils en ont rien à faire. Rien à faire. Et ça me semble intéressant de poser la question à un grand nom de la scénographie française, en l'occurrence Nathalie Crinière, parce que ça, d'abord, est-ce que vous le savez? Et deuxièmement, est-ce que vous savez s'il existait déjà des jurys où la dimension muséographique n'a pas été balayée du revers de la main en disant mais ça, de toute façon, ça n'intéresse personne, sans parler du lien qu'il peut y avoir des fois entre les élus et les archives. Alors, dans le public, oui, je sais que ça arrive souvent, mais dans le privé, par exemple, pour la Galerie Dior, ça a été notre grande chance parce qu'on était porté par la com qui portait ce projet. Et donc, le mot d'ordre de la com, c'était la scénographe vous demande, avec mon trou là, dans la trémie, c'est vous y allez, les gars, il faut que ça marche. Et donc, c'était un projet merveilleux pour un scénographe parce que là, pour le coup, on était avant, c'est pas avant ou après, mais en tout cas, l'architecte vraiment était là. Alors, il n'y avait pas de jury puisqu'on a eu une commande directe, mais quelquefois, la scénographie devient quand même un petit peu plus important qu'avant. Avant, il y avait vraiment que l'archi. Maintenant, on sent que les gens sont très regardants sur la scénographie. Moi, quand j'ai commencé, tout le monde me disait « mais tu fais de la scéno, mais tu fais quoi, toi ?» Donc maintenant, quand on dit qu'on fait de la scéno, tu fais de la scéno, c'est chouette, vraiment, tu fais un beau métier. Donc je pense qu'on fait partie un peu quand même, partie des meubles, et il y a des jurys qui y sont plus sensibles quand même. Oui, je confirme, effectivement, en tant qu'AMO pour de nombreux jurys, il y a beaucoup de jurys qui sont sensibles. Et dans la composition du jury, les maîtres d'œuvre ne sont pas forcément que des architectes, mais ça peut être aussi des scénographes. C'est assez rare encore, mais moi je conseille toujours d'avoir une diversité des compétences dans le jury. Mais oui, il faut insister aussi. Et là, Emo, il est là aussi pour un peu redresser tout ça et dire, parce que d'un côté, vous avez les maîtres d'œuvre aussi qui peuvent avoir une voix forte, en effet, dans les jurys, mais parfois aussi, il y a des élus
qui ont un regard, qui sont séduits par des images, par exemple, et qui ne veulent même pas écouter les architectes sur le plan fonctionnel, sur le plan technique, sur le plan de consommation d'énergie, des coûts, etc. Donc, il y a vraiment des forces très différentes dans le jury. Le jeu, justement, c'est qu'il y a un dialogue entre eux et qu'ils choisissent le meilleur projet. Mais oui, la scénographie, c'est quand même bien regardé. Pas forcément sur tous les projets, malheureusement, mais si. Moi, je milite pour ça. Enfin, je ne sais pas si c'est pour cette raison-là, mais un des partenaires essentiels de ce type de projet qui n'est pas présent dans un jury de concours, c'est les services de l'État. En tous les cas, pour le nôtre, Panoptique d'Autun, l'État n'était pas présent pour des questions d'indépendance, parce que l'État est prescripteur et financeur. Mais il ne veut pas, en tout cas c'était le cas des partenaires de la DRAC. Je crois qu'il y avait l'architecte conseil du SMF. Oui, mais oui. En tant qu'expert architecte. Il n'était pas représentant de la DRAC, par exemple. Voilà. Oui, il est mandaté par le service des musées de France, oui, tout à fait. Mais donc, on a créé un petit jury, enfin un jury, en tout cas une présentation des projets à la DRAC en amont du jury, comme une aide à la décision pour la maîtrise d'ouvrage, pour justement vérifier l'impact des différents projets dans toutes les composantes patrimoniales, notamment archéologiques, monuments historiques, etc., évidemment, et donc recueillir cette expertise au titre du CST des services de la DRAC. Et autrefois, dans les équipes, il y avait les architectes, hein, et puis il n'y avait pas les scénographes. Alors que maintenant, le groupement, quand même souvent dans les concours, c'est vraiment un groupement architecte-scénographe. Longtemps, ça a été que les architectes qui faisaient leur musée, et puis les scénographes arrivaient après. C'est ce que je voulais ajouter. Effectivement, en phase concours, il y a quand même une réelle attente de ce parti scénographique, puisqu'on nous demande quand même déjà une réflexion importante sur le sujet. Je suis désolé, mais on ne va pas passer la journée là-dessus, mais c'est vrai que autant nous, personnel de la conservation, on est sensible à la muséographie, autant moi je vous dis, les élus finalement sont souvent, et je sais qu'en commission technique, puisque souvent les jurys sont précédés par des commissions techniques, ce sont des points qui sont abordés. Au moment du jury, le geste architectural prend le pas sur toute autre dimension. Après, c'est aussi une question de superposition de contraintes. Je pense qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et voilà. Pardon, Miss France. Oui, pardon. C'était juste pour compléter, parce qu'effectivement, la question du jury, elle est fondamentale. Ce matin, j'ai présenté rapidement le futur musée d'Abbeville, Boucher de Perthes, Manessier. Là, nous avons été associés, la DRAC, au jury. Alors, évidemment, il y avait Yves Pennec, hein, l'archiconseil du SMF, mais la DRAC était également présente. Moi, j'y étais, l'ABF également, parce que le contexte aussi, je vais parler, c'est un sol archéologique, un bâtiment UNESCO, enfin un bien UNESCO, une protection monument historique, musée de France par ailleurs. Donc on était là, et c'était important aussi justement pour éclairer aussi les élus, en l'occurrence, dans le choix sur les contraintes. On parlait des délais, effectivement. L'élu, il a un mandat, il veut que ça avance. Bon. Il y a quand même des contraintes administratives. Et par rapport face à certains projets qui arrivent au stade concours, nous, on a des évidences quand même de certains projets qui vont impliquer forcément des contraintes administratives énormes plus que d'autres, en particulier l'archéologie, mais pas que ça. Donc là, ça a vraiment bien fonctionné, c'est-à-dire que et ça a même sans doute un peu apporté des éléments de clarification, en tout cas dans la lecture que nous, on pouvait avoir des projets qui étaient présentés. Et la scénographie était aussi prise en compte, justement, pour ce qui était, même si ça en était au niveau esquisse à ce moment-là, mais on sentait déjà effectivement une volonté dans les projets ou pas d'intégrer cette dimension-là. Donc oui, ça ne se fait pas systématiquement. Moi, je pense que c'est important qu'on y soit aussi pour ce cadre réglementaire, rappeler qu'une belle image, c'est très très chouette, c'est vendeur, pour un élu, on peut le comprendre, mais que derrière, s'il y a un calendrier à tenir, il faut aussi en tenir compte vraiment dès le choix dans le concours. Merci. Y a-t-il non, juste peut-être pour rebondir, mais pour ne pas y passer la journée quand même non plus, comme le disait Richard Dagorn. Premièrement, un jury, c'est aussi
une surprise et un risque pour l'AMOA, enfin la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, tout simplement parce qu'on ne sait pas qui est derrière le projet, puisque tout est anonyme, et que derrière également, c'est une équipe. Et que dans une équipe, on ne peut pas prendre l'un, et puis hop, l'équipe, elle est constituée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et qui, effectivement, pour la maîtrise d'œuvre, est toujours un peu inquiétante, enfin, en tout cas. Deuxièmement, nous, on l'a vu, c'est un sujet qui peut intéresser, je pense, certaines personnes dans cette assemblée, c'est la question du mandataire. C'est-à-dire que sur un bâtiment patrimonial, qui est le mandataire? Est-ce que c'est l'architecte du patrimoine ou l'architecte des monuments historiques? Ou est-ce que c'est l'architecte concepteur? Et ça, c'est un point hyper important parce que du coup, ça donne le curseur. Et puis enfin, c'est la question... Alors à mon avis, en général, c'est plutôt l'architecte concepteur qui est mandataire. Mais ça arrive qu'on puisse avoir des cabinets qui ont les deux volets donc intégrés. Mais c'est quand même assez rare. Et puis la deuxième, enfin, il faut voir aussi, hein, pour certains concours, on a 80, pour le premier jury, il y a 80 candidatures, même plus, parfois une centaine. Donc il faut choisir 5 candidats qui nous paraissent les plus intéressants. Et puis c'est des questions, bien sûr, de l'analyse. Et ça, on a pu le voir avec la direction des constructions, à quel point c'était important de bien tout étudier. Et c'est là où, effectivement, la question des diagnostics est importante. Parce que plus on aura de diagnostics en amont, plus on aura eu des échanges aussi avec la DRAC, ce qui a été le cas notamment pour le musée de Vienne, où, comme le disait Marine Guiton, dès le départ, on avait travaillé pour qu'on soit tous d'accord sur le périmètre, sur ce qu'on accepterait. Voilà, l'analyse, du coup, est importante et nous permet d'avoir différents critères. Après, juste aussi, je rebondis sur la question du musée de Vienne. Même si votre remarque, Caroline, n'était pas spécifiquement sur le musée de Vienne, sur les questions de contraintes climatiques, on a décidé dès le départ, et c'était dans le programme, que l'église ne serait pas chauffée, qu'on essaierait d'avoir une sorte de confort au niveau du visiteur, peut-être un petit chauffage d'appoint, mais en tout cas qu'on ne chercherait pas à chauffer ce volume. Il faudra accepter que dans l'église, en hiver, on sera peut-être avec une visite à 12 degrés pour le visiteur, et voilà. Mais c'est comme ça. Mais les débats actuels en conservation préventive portés par l'ICOM ou d'autres institutions tendent à faire relativiser la vision que l'on a de ce respect de normes qui ont été actées à un temps où on ne se posait pas les questions qu'on se pose actuellement concernant le réchauffement climatique. Donc, dans un monument historique, c'est encore plus prégnant comme question. Effectivement. Y a-t-il... Oui, Nicoline? Alors, je vais compléter donc ce qu'a dit Émeric. C'est vrai que l'analyse donc des projets, elle est pluridisciplinaire, de manière à ce qu'on sache les points forts et les points faibles de chacun. Quand on choisit un projet, on le sait d'avance, et du coup, ça nous permet aussi d'anticiper donc les études en fonction du choix donc, du jury. C'est vrai que vous prendrez le projet architectural le meilleur avec une mauvaise scénographie et pas la très bonne scénographie et le mauvais projet architectural. C'est en cela que vous avez raison. Puis, il y a toujours l'effet geste architectural. Bah oui. C'est sûr que les élus, mais le jury et les architectes sont forcément sensibles à un geste architectural. Et ça, c'est quelque chose dès le départ au niveau du musée d'histoire de Vienne. Le président, mais également la DRAC, on était tous conscients que là, la question n'était pas du geste architectural, c'était trouver la bonne couture entre les deux. Voilà, c'est clairement de la haute couture. Et après, on arrête. Et compte tenu du contexte archéologique de Vienne, là, on a travaillé avec la DRAC sur la partie commission technique qui est donc au moment de l'analyse des projets. On voulait déjà savoir l'impact archéologique de chaque projet
parce qu'on sait qu'il y a du temps derrière. Il y avait, je crois, une autre question qui pointait. Non, plus. Une dernière question? Non, très bien. Bah, nous allons clore cette table ronde et laisser la place aux conclusions. Merci à vous. Alors, d'après le programme, c'est moi qui commence les conclusions, si tant est qu'on puisse introduire la conclusion et qu'on puisse vraiment conclure ces journées, puisque vous avez encore quand même une après-midi a priori très riche qui va se présenter à vous. Alors, il me revient bien modestement de représenter la DRAC et le DRAC, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, bien que très concerné par cette journée d'études qui impliquait, vous l'avez vu, de nombreux services de l'État. Alors, il n'est pas là, mais je vais quand même réutiliser certains de ses propos qu'il a tenus au sujet du musée de Vienne pour initier cette conclusion. Donc, comme on faisait remarquer la difficulté qu'il pouvait y avoir à conserver des œuvres dans un musée, dans un monument historique, pardon, il disait, mais si les œuvres ne devaient être vues que dans leur contexte initial, il n'y aurait pas de musée. Les œuvres des églises resteraient dans les églises, les œuvres des palais resteraient dans les palais, on n'aurait jamais fait de musée. Mais à l'inverse, si les monuments historiques dont on vante l'inertie et la valeur patrimoniale étaient les meilleurs écrins pour les œuvres, on n'aurait jamais fait de musée. Donc entre ces deux points, vous avez vu tout le chemin que nous parcourons ensemble et toutes les possibilités qui existent. Et je pense que c'est effectivement les deux extrêmes qui pourraient nous opposer, mais contre lesquels nous luttons presque quotidiennement tous ensemble. Donc plutôt que de conclure vraiment de manière trop ambitieuse sur voilà, tout ce qu'on s'est dit, je retiendrai quelques mots que nous avons partagés ensemble aujourd'hui. Donc nous étions partis sur la notion des regards croisés et d'une ambition commune. Donc ça, je pense qu'on a rempli le cahier des charges, pour le coup, parce que beaucoup de regards et beaucoup d'avis se sont exprimés. Mais on a bien senti au fil des échanges que l'ambition était toujours partagée. Et que cette ambition, pour la partager, nous disposions d'un certain nombre d'outils qu'il faut, à mon sens, consolider. Et c'est ce qui a été dit dans ces journées, puisque ces outils existent, mais qu'on a parfois du mal à les mobiliser et à les mobiliser collectivement. Donc on a entendu les termes de PSC, ça c'est pour ma partie et j'y tiens beaucoup. On a aussi entendu évidemment le terme d'études de faisabilité, de programmation, de pré-programmation, de DCC, ça c'était un outil que je ne connaissais pas encore. Donc les études préalables, les diagnostics, mais aussi, et ça a été dit juste maintenant, tous les comités qui peuvent exister, toutes les étapes de réunion qui sont autant d'outils et d'instances qui nous permettent de progresser sur les projets. On a parlé aussi de créativité, celle des architectes, celle des scénographes également, qui consiste, pour le dire très rapidement, à faire rentrer un rond dans un carré. Alors pour le dire plus élégamment, Nathalie Crinière a utilisé l'expression de se lever dans un bâtiment ou dans un espace, c'est beaucoup plus beau. On voit l'expression de la scénographie. Et je pense que c'était très important d'ajouter cette touche de créativité à des données qui nous sont transmises par le patrimoine, qui sont d'une part le bâtiment, d'autre part la collection. Et entre ces deux, là encore, nous devons, en tant que passeurs, en tant que conservateurs, développer notre propre créativité pour continuer à transmettre le patrimoine dans toutes ses dimensions. On a parlé aussi d'adaptation, notre adaptation à tous. Je pense qu'on a montré aujourd'hui qu'on pouvait en faire preuve et c'est extrêmement important. Et je remercie tous les participants d'avoir montré combien, dans leur quotidien, ils font preuve d'agilité, d'adaptation, de capacité de négociation. Ça, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Puis, ce qu'on se dit dans les couloirs, c'est pas toujours ça. Mais bon, on essaye aussi parfois de tenir bon sur un certain nombre de choses sur lesquelles on ne veut pas céder.
Mais c'est aussi l'adaptation des bâtiments et c'est l'adaptation des collections. Donc je pense qu'on fait tous un pas les uns vers les autres et les bâtiments font d'une certaine manière un pas vers les collections et les collections s'adaptent aussi à leurs bâtiments. Et puis pour terminer, je reprendrai les mots là aussi de Nathalie Crénière, vraiment vous m'avez convaincue. C'est le mot de motivation. Je pense qu'il faut qu'on parte tous avec beaucoup de motivation pour ce qui nous attend. Alors notamment dans le département de l'Isère, mais pas que. Mais Aymeric, je sais que la motivation, tu ne manques pas, et que ces journées t'en auront apporté encore plus, ainsi qu'à l'ensemble des équipes. Les concours, effectivement, sont des moments très stimulants pour vous, mais aussi pour nous, acteurs au sens large, qui nous font prendre aussi conscience de tout l'intérêt de ces projets, qu'on ne fait pas fausse route, qu'on a eu peut-être quand même une bonne idée et que les architectes et les scénographes vont nous aider à rendre cette bonne idée active et à la rendre opérationnelle et à la transmettre au public. Et enfin, je terminerai vraiment sur d'autres mots qui étaient ceux de François hier. C'était les mots de récit et d'imaginaire. Et il me semble que les propos des architectes et des scénographes nous aident vraiment à imaginer le patrimoine de demain dans ces murs, dans des murs qu'on va transmettre, qui vont continuer à vivre. Et c'est un imaginaire que nous allons construire ensemble. Et je vous remercie vraiment tous, à la fois pour votre attention, vos questions et les apports très nombreux qui ont été faits lors de ces journées. Merci infiniment. Merci beaucoup, Sophie. Vous finissez par des remerciements. Et moi, je vais commencer par des remerciements, puisque je n'étais pas là hier au moment de l'ouverture de ces 2 journées. Mais je tenais à dire à quel point l'INP, l'Institut national du patrimoine, avait été heureux de pouvoir être associé à ce projet de journée d'études. Et donc, je remercie tout particulièrement Aymeric Perrois de nous avoir sollicité il y a maintenant une petite année et de nous avoir embarqués dans ce projet qui rejoignait de toute façon nos préoccupations au titre de la formation et de l'accompagnement que nous apportons aux professionnels du patrimoine, quelle que soit leur spécialité. Je remercie également toutes les équipes du département de l'Isère qui ont été impliquées dans ce projet, notamment les conservateurs des musées départementaux qui nous ont accueillis et qui continueront de le faire cet après-midi pour des visites de sites, puisque de sites de musées qui sont impliqués et embarqués dans ces projets, puisque effectivement, je pense que toutes les interventions d'aujourd'hui ont bien montré qu'on ne peut véritablement penser à un projet que quand on connaît le lieu et quand on l'arpente et quand on voit quelles sont les collections qu'il abrite. Je voulais évidemment remercier aussi Sophie Onimus-Carias, qui est l'autre intervenante structurante de ce projet de journée d'études. Alors à la fois comme représentante de la DRAC, évidemment, dans son rôle de conseillère pour les musées, mais aussi pour nous, à l'Institut national du patrimoine, coordinatrice d'un module de tronc commun destiné donc dans la formation d'application à tous les élèves conservateurs autour de la question des publics. Et finalement, tous ces projets de réaménagement ne peuvent pas être pensés sans partir des publics. Et l'intervention de Florence Raymond, notamment ce matin, l'a bien montré. Donc ce colloque a permis d'associer aussi 2 élèves conservateurs que je voudrais remercier, Vassili Joseph et Alban François, qui ont apporté aussi leur pierre à la construction de ces 2 journées dans le cadre de leur stage en administration culturelle au mois de mars, où ils ont été accueillis par la direction des affaires culturelles du département de l'Isère, qui leur a permis d'entrer plus à fond aussi dans ces réalités de terrain et puis de réfléchir à un petit vadémécum qui pourrait être proposé à quiconque souhaite s'engager ou est tenu même de s'engager, parce qu'il y a parfois des vraies nécessités structurelles de s'engager
dans un projet de rénovation, de réaménagement de musée. Donc voilà, je les remercie tout particulièrement de s'être impliqués dans ce projet et puis d'être présents, d'avoir été présents hier, d'être présents aujourd'hui. Donc merci beaucoup à tous les deux. Que retenir de ces 2 journées du côté de l'Institut national du patrimoine et de notre mission de formation, parce que finalement, je pense que c'est un petit peu aussi mon rôle dans ce temps conclusif. L'INP n'est pas à l'œuvre sur le terrain, n'est pas impliqué dans des projets de réaménagement comme tous ceux qui ont pu intervenir, architectes, programmistes, scénographes, conservateurs en charge aussi de la conduite de projet. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir en tant qu'établissement de formation ? D'abord, la nécessité d'aborder toujours ce sujet, cette question, dans la nécessité d'une écoute entre les spécialités, du patrimoine. On est conservateur du patrimoine d'abord, avant d'être conservateur d'une spécialité. Et toute notre formation d'application, formation initiale, s'appuie justement sur cette interdisciplinarité et cette écoute, cette ouverture à l'écoute entre les spécialités. Et je crois que finalement, toutes les interventions l'ont bien montré. Nécessité d'un dialogue entre les conservateurs des spécialités musées, des spécialités de l'archéologie, des spécialités des monuments historiques, sans doute aussi un peu des archives, on n'en a pas beaucoup parlé, mais finalement la connaissance historique des bâtiments, elle se fait aussi par une approche archivistique et une étude des traces qui ont été lissées à travers les siècles de l'histoire de la vie de ces lieux, de ces bâtiments, de ces monuments. Ensuite, deuxième point qui me semble important et qui nous conforte dans un fonctionnement qui est déjà maintenant ancien, mais auquel nous tenons, c'est la nécessité aussi d'un dialogue constant entre les conservateurs de l'État qui vont être amenés à travailler dans les services de l'État, les services déconcentrés, et les conservateurs territoriaux qui travaillent au service des collectivités territoriales. Et voilà, je pense que c'est une nécessité, on y tient. C'est important pour les élèves pendant le temps de leur formation qui construisent ainsi des liens entre ceux qui vont servir auprès de 2 fonctions publiques différentes, mais toujours dans une nécessité de dialogue, d'échange. Et c'est ce qui va permettre ensuite cette bonne comitologie qui a été appelée des vœux de Franck Sénan entre donc les conservateurs qui vont avoir la charge de conduire ces projets et les services de l'État qui vont les accompagner dans ces procédures. Ensuite, autre point, le renforcement aussi à travers la formation entre les conservateurs et les architectes. Et je pense que si Jean-Marc Zuretti était là, il abonderait dans ce sens. Et nous y travaillons depuis maintenant plusieurs années et avec l'école de Chaillot, donc, pour que les liens deviennent plus familiers entre les conservateurs notamment en monuments historiques, les architectes urbanistes de l'État, les architectes du patrimoine, et la possibilité désormais qui est ouverte pour les conservateurs en monuments historiques d'être associés aux ateliers de Chaillot, et de comprendre véritablement quel est le travail des architectes, comment ils procèdent à partir des premiers relevés et comment ils vont concevoir, proposer ces projets de réaménagement est particulièrement important. Enfin, la question de l'encouragement à la recherche aussi dans ces domaines me semble importante. Et l'INP, à travers la proposition qu'il fait depuis maintenant 6 ans, en lien avec l'université de Cergy, de proposer des doctorats par le projet, en lien aussi avec l'école d'architecture de Versailles, l'école nationale du paysage, donc dans une ouverture et là aussi dans une pluridisciplinarité, me semble un point important. Et
voilà, il se trouve que cette année, nous avons notamment un projet de doctorat qui a été déposé par un programmiste très investi aussi dans le réaménagement de réserves de musées et qui explique à quel point il a besoin aussi d'ancrer sa pratique professionnelle dans des temps de réflexion plus longs, donc au-delà simplement de la réponse au projet et de la conception propre à une situation, à un contexte donné, pouvoir avoir aussi du temps de recul pour repenser et tirer aussi les leçons de l'expérience acquise. Donc voilà, il me semble que nous pouvons travailler dans toutes ces directions. Nous pouvons aussi, et c'est là la conclusion que je tire d'une expérience toute récente, puisque j'ai passé le début de la semaine à Rome, où l'INP co-organisait avec la Fondazione Scuola per i Beni e Attività Culturali une formation sur les réserves. Donc, gérer les réserves à travers les acteurs, les moyens et les objectifs aussi qu'on assigne à ces lieux tout particuliers au sein des musées. Donc, l'intérêt qu'on peut avoir aussi à échanger, à entrer en dialogue avec nos voisins européens qui sont là aussi confrontés à des réalités à la fois semblables et différentes parce que les contextes administratifs sont propres à chaque pays et on voit bien, ça aussi c'était en transparence, la nécessité d'inscrire aussi tous ces projets et ces procédures dans des contraintes imposées par le fonctionnement législatif et administratif. Donc voilà, intéressant de voir auprès de nos voisins européens comment ils appréhendent cette question-là. Et on voit bien que du côté italien, la question de l'aménagement, du réaménagement des monuments historiques est particulièrement prégnante, puisque sur la question des réserves, là où nous aurions tendance peut-être à construire de nouveaux bâtiments qui répondent à toutes les exigences de conservation préventive et aux normes en la matière, les Italiens vont davantage travailler la question de la réadaptation, du réaménagement des bâtiments existants, avec je pense une habitude aussi beaucoup plus grande à travailler l'existant en prenant un peu de recul par rapport aux normes de conservation préventive et en gérant la question du climat de manière plus décomplexée, sans doute. Ce que je voudrais dire également, peut-être avant de laisser la parole à Aymeric Perrois, c'est que nous avons aujourd'hui à l'INP les mêmes contraintes que quiconque en matière de réponse à apporter sur les questions de soutenabilité, de transition écologique, et que sur ces questions-là, évidemment, nous devons ouvrir nos élèves aux problématiques nouvelles qui se posent, surtout pour leur apprendre avec qui ils doivent travailler. Et c'est un point particulièrement important. Il ne s'agit pas de leur donner l'impression qu'ils vont devoir tout savoir et tout faire, mais simplement auprès de qui ils pourront trouver des conseils, avec qui ils devront travailler et dans quel ordre. Et à ce titre, nous avons là le projet de mettre en place un nouveau parcours de formation pour les directeurs d'établissements patrimoniaux, directeurs d'établissements culturels. Et l'une des sessions de formation sera centrée justement sur la question de l'enjeu de la conduite de projets immobiliers, rénovation, réhabilitation, restructuration, construction de nouveaux bâtiments, pour les aider justement à appréhender quels sont les acteurs qui sont impliqués dans un tel projet, quel est l'enchaînement des procédures, quels sont les délais, quels sont les risques. Et finalement, toute conduite de projet suppose une montée en compétences. On n'a pas forcément toutes les compétences au départ. Il faut
apprendre à gérer aussi tout au long du projet cette montée en compétences. Chaque projet est unique, mais on voit bien que finalement il y a une solution qui est choisie au final. On aurait pu en choisir beaucoup d'autres. Et je crois beaucoup en matière de formation à la question des retours d'expérience, à la nécessité de ménager des temps d'échange et de dialogue entre professionnels en dehors des phases de conduite de projet. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui finalement, de prendre le temps du recul pour tirer les conclusions positives comme négatives. Et finalement, on dit souvent qu'on apprend davantage de ses erreurs que de ce qui a fonctionné. Donc voilà, tirer les conclusions des projets déjà réalisés pour que ça puisse servir à ceux qui souhaitent s'impliquer à leur tour dans des projets à venir. Voilà donc quelques éléments. Merci encore d'avoir permis ces échanges justement. Et puis dans l'immédiateté de ces journées d'études, réfléchir à comment tirer profit des échanges de ces 2 jours pour les pérenniser, soit sous la forme de publication, soit effectivement d'une diffusion des enregistrements qui en auront été faits. Et qui pourront permettre à ceux qui n'ont pas pu les suivre, et je sais qu'ils sont nombreux, puisqu'on a eu beaucoup de retours aussi bien de conservateurs, de professionnels du patrimoine que d'architectes avec lesquels on est en lien, qui regrettaient de n'avoir pas pu être à Grenoble pour participer à ces journées. Donc comment faire pour leur rendre à court terme toute la matière collectée par ces échanges accessibles. Donc c'est là qu'on va pouvoir réfléchir rapidement à diffuser tout cet apport. Merci beaucoup. Merci beaucoup Séverine et Sophie. Je ne vais pas être très long hein, parce que vous avez tous faim. Et puis, l'envie aussi d'aller visiter le musée Hébert, la maison Bergès et pour d'autres, le musée savoisien, donc à Chambéry, comme il était prévu au programme. Premièrement, pour dire à quel point je suis très heureux, et nous sommes très heureux au département d'avoir pu organiser ces journées. Le département est souvent très pragmatique, très concret. On est dans le faire, ce qui n'évite pas de faire des études également. Et on a vu à quel point c'était important pour ces projets qui sont importants. On est dans le faire aussi où effectivement il y a des délais. Et oui, il y a des délais, mais les délais, comme l'a rappelé et le rappelle souvent le président du département, c'est aussi gage de pouvoir arriver au bout et que les projets ne soient pas, on va dire, remis sur la sellette, si jamais il y a une alternance ou autre. Et c'est vrai que toutes ces questions-là sont toujours très importantes aussi sur les questions politique. On en sait quelque chose avec la direction des constructions et la direction des cultures. C'est vrai qu'on a parfois le mauvais rôle, mais c'est important qu'on arrive avec méthode, quelque part, à tenir ces délais qui nous sont demandés. Ce qui me paraît important par rapport à ça, c'est la question d'anticipation. On l'a dit, la question également du dialogue entre la DRAC, entre la maîtrise d'ouvrage, entre la maîtrise d'œuvre, mais également les services instructeurs. C'est-à-dire que si on prend le département, à bien des endroits, on n'est pas forcément les instructeurs du permis de construire. Donc ça veut dire qu'il y a aussi toutes les autres collectivités qui sont en parallèle et avec qui il faut avoir un dialogue étroit. Et on le sait dans d'anciens projets, à un moment ça a pu faillir. Et donc ça devient compliqué. C'est-à-dire quand le maire d'une commune devient peut-être moins pas conciliant, moins facilitateur, ça complique les choses. Et donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Important aussi de la question du dialogue au sein de l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. On voit à quel point l'architecte doit être main dans la main avec également le scénographe, mais également aussi souvent avec une AMO, parce qu'il y a parfois une AMO sur les questions notamment de tout ce qui est multimédia. On en a assez peu parlé lors de ces journées d'études, mais elle est très importante aujourd'hui. Un musée, c'est aussi du multimédia. Ça se rajoute.
C'est pas de la pierre, c'est pas quelque chose de solide, mais c'est quelque chose qui doit être maîtrisé et qui est si importante aujourd'hui dans nos musées. Se dire aussi qu'on construit pour longtemps, qu'on construit pour des publics avec on va dire des approches différentes, des connaissances différentes du patrimoine, des collections et autres, et qu'on doit parler à tout le monde, et qu'on s'aperçoit que les bons projets, finalement, ils parlent à tout le monde, et tout le monde y trouve son compte, et tout le monde y trouve également dans le bâtiment historique. Eh ben, on parlait tout à l'heure du fantôme de Dior, quelque chose, une sorte d'âme qui se transmet du bâtiment, des pierres, et qu'elle est vitale, et que si aujourd'hui, on peut aussi parfois déplorer d'avoir un éloignement avec le patrimoine, on le voit, et on peut souvent parler avec le monde de l'art, le monde des marchands d'art, on va dire, notamment des commissaires-priseurs, avec un éloignement d'intérêt sur, par exemple, le mobilier dans les nouvelles générations. On préfère peut-être aller chez Ikea et autres, mais ça reviendra peut-être avec les recycleries. C'est aussi un lien peut-être plus distendu avec les questions du patrimoine, avec le passé, et quelque part aussi ceux qui nous ont précédés, et qui est, on le sait, fondamental et qui fait l'essence de nos métiers. Donc, bien sûr, le long terme, donc il faut trouver les meilleures solutions qui s'adaptent aux collections, aux bâtiments, mais aussi aux problématiques et aux contraintes budgétaires qu'on peut avoir à certains niveaux. Donc, bien sûr, un grand remerciement à l'INP, à la DRAC, tout de suite ont répondu présent. Bien sûr, à ces prolongements qui existeront, tout a été capté, que ce soit au niveau de l'image et du son. Et donc, on va pouvoir justement, du coup, permettre à tous ceux qui n'ont pas pu être là de pouvoir avoir ces éléments. Et puis, bien sûr, avec les moteurs de recherche, aujourd'hui, c'est pratique, dans 1 an, 2 ans, de pouvoir avoir accès. Suivant, il faudra qu'on soit bien référencé, mais on s'y attellera. Merci bien sûr aux intervenants, sans qui tout ça n'aurait pas pu exister. Je pense bien sûr aux intervenants PNR, que ce soit intervention thématique, mais également les tables rondes, qui ont également été très riches. Et puis, bien entendu, les conservateurs, les maîtrises d'œuvres qui se sont déplacées et qui se déplacent encore cet après-midi dans les musées. Je crois que c'était très riche d'avoir justement ce contact direct, de pouvoir poser les questions, de pouvoir mieux comprendre de l'intérieur. Remercier chaleureusement Laurie Gonnet, qui était cheville ouvrière sur ce projet-là, avec, on l'a dit, Vassili et Alban, qui ont été stagiaires INP. Les modératrices exceptionnelles, Caroline et Sophie, qui connaissent bien les sujets, et c'est important. Remercier aussi la société Sinople, qui a fait les enregistrements, et puis bien sûr tous ceux qui nous ont aidés pour ces journées, à des moments avec Magali, directrice adjointe à la direction de la culture. Je me disais, voilà, on s'est embarqué dans ces journées. C'est vrai qu'on a des journées qui sont déjà bien remplies, mais on voit toute la richesse et l'importance. Et puis, j'aurais envie de terminer par 2 petites pirouettes. La première, on a parlé de la typonymie ce matin, donc effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça paraît un peu loin. C'est vrai que hier, au musée de l'Ancien Évêché, ça a été évoqué. Pourquoi le musée de l'Ancien Évêché? Je sais qu'Olivier Cohn aussi réinterroge souvent les questions du musée dauphinois. Est-ce que le musée dauphinois, c'est pas réducteur? Ben oui, mais c'est aussi l'histoire. C'est peut-être aussi une partie du patrimoine. Et donc, c'est un point important. Et puis de se dire que ne faut pas qu'on s'inquiète. De toute façon, bientôt, on rentrera tout dans ChatGPT, les plans, les documents, les analyses, les études, tout ça. Et puis, on aura le bon projet. Donc voilà. À bientôt. Merci encore pour tous.